À l'aube, un cliquetis discret s'est glissé dans le bruissement des pigeons. La porte s'est entr'ouverte et j'ai découvert sur mon seuil une silhouette de métal poli, campée sur deux jambes bien droites, tenant dans ses pinces délicates le colis que j'attendais. Pas un mot, juste la diode d'un regard numérique, un salut muet, puis la machine s'est retournée et a disparu, silencieuse, dans la rue encore bleutée par la lueur du jour qui pointe. En moins de 30 secondes, j'ai vu surgir le futur, j'ai vu s'éloigner un pan entier de nos habitudes et une simple question a creusé son sillon. Quand l'acier marche comme nous, quelle place réservons-nous encore à nos pas ? Quelques heures plus tard, propulsé par la curiosité, je traversais l'océan des nuages jusqu'à San Francisco, dans ce campus qu'Amazon appelle son Humanoid Park. Un terrain de jeu bardé de capteurs où les robots apprennent les trottoirs comme les enfants apprennent l'alphabet. Ici, pas de grille, d'usines crépitantes, des façades vitrées, des plantes en bac, un faux lampadaire, un chien robot qui dort au soleil pour habituer ses congénères à l'imprévu. J'ai croisé Digit, dont les genoux inversés rappellent l'autruche et dont la taille atteint celle d'un coursier véloce. Ses muscles ne sont que des vérins électriques, mais l'élan qu'il imprime au sol résonne avec un étonnant naturel. Chaque pas sonne comme une rime de métal et de silicone, chaque flexion une promesse d'équilibre et soudain, je comprends que l'on a franchi la frontière du jouet. Les ingénieurs évoquent la triade qui sert de colonne vertébrale, des actuateurs, réducteurs, harmonix précis au micron, des lidars à 360 degrés couplés à des caméras stéréo, un pack lithium, fer, phosphate refroidi par microcanaux comme un cœur qui ne veut jamais s'épuiser. Pendant qu'il parle, un fourgon jaune beurre frais se gare à l'entrée du hall. La porte arrière coulisse et deux humanoïdes jaillissent, cabriole maîtrisée, avant de saisir une pile de cartons qu'ils balancent sur leurs avant-bras télescopiques. « Spring out !» disent-ils, avec l'enthousiasme d'un chef de chœur présentant la coda finale. Le ballet est réglé comme une horloge de Bienne, on charge, on saute, on file dans la ville. Pourtant, derrière cette chorégraphie se cache une armée de lignes de code. Le logiciel de planification prédictive s'appuie sur un réseau de modèles vision-langage affinés maison, qui digère simultanément le nuage de points, le plan cadastral et les statistiques de circulation. Dans la soute de données, un simulateur projette 1000 scénarios d'angle mort, de trottoirs cassés, de chiens jaloux et renvoie la meilleure posture à adopter. Un seul faux mouvement et c'est la symphonie entière qui pourrait dissonner. Mais pour l'heure, les notes s'emboîtent avec brio. Je repense alors à Henry Ford qui, en 1913, lança sa première chaîne d'assemblage et donna au monde le tempo métronomique de la productivité. À l'époque, on craignait la fin des maréchaux ferrants, l'exode des palefreniers. Aujourd'hui, les mêmes sueurs perlent sur le front des livreurs. Funambules de bitume qui voient poindre la relève de métal. La logique reste immuable, ce qui peut être optimisé le sera, non pas par caprice, mais par l'élan vital d'une civilisation aimant l'ordre et la cadence, persuadée que l'efficacité est une vertu cardinale. Pour l'employeur, l'équation se résume. Kilomètre-heure gagné, coût salarial réduit, satisfaction client amplifiée. Pour la cité, c'est l'espoir d'une circulation plus fluide, de trottoirs moins obstrués, de livraisons domptées par la ponctualité. Métronome social que d'aucuns jugeront sévère, mais dont l'armature rassure autant ceux qui préfèrent le certain au chaotique. Cependant, nul n'ignore le gouffre qui sépare le laboratoire et la pluie. Les ingénieurs citent la perspicacité de Subramanian Ramamurti. La ville est une scène mouvante, un théâtre où l'imprévu n'attend pas l'autorisation d'entrée. Sous un auvent, la flaque reflète les néons, transformant le bitume en miroir. La semelle de caoutchouc devra-t-elle s'y cramponner ou y glisser ? Dans la ruelle, un chat surgit, un enfant jette un ballon. La moto pétarade. Un seul de ces aléas suffit à prendre le robot de court, à briser l'harmonie, à rappeler la fragilité de la prouesse. Aussi, les équipes peaufinent la redondance des capteurs, doublent les algorithmes de reprise post-échec, vérifient chaque protocole d'arrêt d'urgence. Le rêve de Saint-Simon d'un monde parfaitement réglé caresse encore la nuque de nos programmateurs, mais, comme disait Mary Shelley dans Frankenstein en 1818, la vie pourrait bien se venger de qui lui impose trop fermement ses chaînes. Dans les coulisses, la question de l'énergie obsède. Pour tenir la journée, le robot doit consommer moins qu'un grille-pain et fournir l'effort d'un porteur tibétain. Les batteries à haute densité logées dans la colonne thoracique se rechargent par induction lorsque la créature rentre au dépôt. Un BMS, dernier cri, surveille température, tension et vieillissement, envoie un rapport à la minute. La moindre dérive et c'est tout le parc qui pourrait être immobilisé. On expérimente déjà des cellules sodium-ion moins onéreuses afin de bâtir une flotte qui ne dépendrait pas d'un métal rare. Car si l'ordre industriel est sacré, il se doit aussi
d'être souverain, affranchi des caprices géopolitiques. Vient alors la couche logicielle. L'IA catalyse l'ensemble, mais l'on s'éloigne des débats stériles entre apôtres et prophètes de malheur. Ici, on parle chiffrement point à point, base de connaissances embarquées, mise à jour différentielle. On évoque la latence entre le nuage Amazon et le microserveur dans la cage thoracique. Chaque robot emmagasine 6 gigaoctets d'expérience quotidienne, compressés, anonymisés, puis versés dans un data lake commun. Le soir, dans le cloud, l'essaim compare ses trajectoires, améliore sa foulée, ajuste son centre de gravité, apprend à éviter la poussette d'une mer pressée sans perdre une seconde sur l'heure de livraison estimée. Camaraderie d'algorithmes, solidarité d'électrons, discipline d'acier, difficile de ne pas y voir un idéal de cohésion que tant de nos institutions peinent parfois à maintenir. Mais qu'en est-il de la main de l'homme? Le droit au travail ne saurait se réduire à la nostalgie d'une pioche. L'ouvrier, héritier des compagnons, mérite de bâtir, de créer, non de reproduire à l'infini le même geste. Lorsque la machine portera nos colis, nos bras resteront libres pour façonner, innover, réparer. Encore faut-il l'accompagnement, la formation, la répartition claire des responsabilités. Sinon, l'exclusion guette. Le défi n'est pas tant de lutter contre les machines que d'exiger une ascension des compétences. Une société qui récompense l'effort et la maîtrise nourrit aussi le sentiment de fierté civique. La dérive inverse, c'est l'assistanat mou qui sème la démotivation et ronge la cohésion. Sur la question de la sécurité publique, l'ordre prime. On ne laissera pas un automate arpenter les trottoirs sans le corset d'une régulation très stricte. Numéro d'identification visible, protocole de désactivation d'urgence accessible aux forces de l'ordre, enregistrement vidéo horodaté, chiffrement robuste et surtout traçabilité des journaux systèmes. L'idée n'est pas d'étouffer l'éclosion de la technologie, mais de garantir que le progrès avance sous l'œil d'une autorité légitime, seule capable de trancher quand surgit l'imprévu. La vision d'une flotte autonome, errante, sans garde-fou, relève du fantasme cyberpunk. Dans la réalité, chaque robot sera une sentinelle assermentée du neuf et du bien commun. Je reviens à Paris, valise pleine d'images et de notes, et je songe à la situation européenne. Nos rues sont plus étroites, nos pavés plus capricieux, nos normes plus sévères. Pourtant, les cerveaux, l'ingénierie, la tradition industrielle ne manquent pas. Les partenariats publics-privés pourraient favoriser la naissance d'un écosystème local, moins dépendant des géants transatlantiques, plus respectueux de nos exigences culturelles. La France, qui sut jadis bâtir le Concorde et Ariane, peut-elle se contenter d'importer des coursiers en métal taïwanais? J'ai envie de parier que non. La grandeur se cultive, la souveraineté se mérite, et nos écoles d'ingénieurs n'aspirent pas seulement à coder des front-end, elles rêvent encore de voir leurs robots fouler le macadam du 15e arrondissement de Paris. Dans le train du retour, l'image de Digit déposant mon colis tourne en boucle, le silence de sa démarche, la précision de son geste, la révérence contenue dans sa posture. Tout cela évoque l'idée d'un majordome moderne, figure rassurante d'une domesticité mise au goût du jour. Mais je songe également à l'avertissement de Shelley. Lorsque le créateur abandonne sa créature, celle-ci dérive. Il faut guider l'innovation, tracer son cadre, maintenir la chaîne qui relie la science à la sagesse, la puissance à la prudence. La technologie, comme l'art de la rime, requiert mesure et rigueur. Sans elle, la mélodie se fait vacarme. Ainsi s'achève ce voyage où l'acier a pris cher et l'algorithme est lent. Demain, peut-être, ouvrirons-nous notre porte à un automate sans même lever les yeux, tant l'habitude aura gommé l'étrangeté. Chaque progrès est un pacte. Il nous rend plus libres si nous acceptons la part de discipline qu'il impose. Il nous enrichit si nous honorons l'effort, la compétence et la responsabilité. Alors, lorsque résonnera le pas rythmique de ces nouveaux compagnons, sachons saluer dans ce martèlement le cœur battant d'une société qui, pour rester solide, n'a jamais craint d'embrasser le métal. Vous avez aimé cet épisode? Aidez-nous à être plus visible en vous abonnant et en ajoutant un like. Et voici 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser. À dimanche prochain!